Bonjour les amis, voici une fonctionnalité Top Easy qui vous est déjà connue ou inconnue. Il peut arriver que dans l'une de vos applications, vous avez besoin d'identifier les utilisateurs par une adresse email. Ça peut être dans un site web, ça peut être dans une application desktop, Windows ou Linux, ou ça peut être dans une application mobile Android ou iOS. Le but, c'est quoi? C'est que permettre à une personne de se connecter, de l'enregistrer dans la base de données par email, et puis la reconnaître plus tard quand elle rentre de nouveau dans l'application. Si vous devez le faire comme ça, l'une des premières choses à faire, c'est de vérifier ce que la personne me rentre une adresse email valide. Je vous propose dans cette vidéo de voir un exemple. Vous le voyez ici sur les différents schémas que j'ai fait. Je vais faire une petite fenêtre dans l'application Android mobile que j'appelle connexion. La personne rentre son adresse email et clique sur le bouton vert se connecter. Si elle est connue dans ma base de données, donc je vérifie et je passe tout à fait à droite à une fenêtre où on continue. Cette fenêtre, j'ai mis juste dedans un message connexion réussie pour dire qu'on continue dans l'appli. Si la personne n'a pas de compte, à ce moment-là, à gauche, elle va cliquer sur le bouton nouveau compte et je vais lui demander de s'inscrire. Normalement, une vraie inscription, on rentre l'adresse email, le nom, le prénom, etc. Moi, je vais me contenter pour la démonstration de l'adresse email. Donc, la personne va rentrer son adresse email. Il faut que je vérifie est-ce que l'adresse email est bonne ou pas. Pour ça, donc, il clique sur le bouton au milieu bleu. Je vais envoyer un code aléatoire à 4 chiffres par email. Comment on fait ça, on va le voir. La personne doit aller voir sa messagerie, récupère le code à 4 chiffres, le rentrer dans le champ qui est au milieu, là où j'ai marqué 0101, et clique sur le bouton valider. Et à ce moment-là, moi, si le code a été bien reçu, cela signifie que l'adresse email est valide, elle existe. Et à ce moment-là, je laisse passer et j'écris aussi le nouveau compte dans la base de données. Alors, regardons voir comment on va faire tout ça. D'abord, je récapitule ici ce que je dois faire. Vous voyez avec moi, je vais avoir une base de données avec un fichier personnel. Donc c'est l'exemple, là, j'illustre ça avec un fichier personnel. Les personnes que je stocke là-dedans sont des collaborateurs d'entreprise et chaque collaborateur sera inscrit dans la base de données dans ce fichier personnel avec une adresse email unique. Si la personne veut se connecter, elle rentre son email et je regarde si ça existe dans la base de données, je la laisse passer à la suite de l'application. Sinon, si elle clique sur s'inscrire, à ce moment-là, je laisse saisir l'email. Je vérifie d'abord est-ce que l'email est syntaxiquement correct, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un arrobase, est-ce qu'il y a un point. Mais je ne sais pas pour autant si l'adresse email existe. Pour ça, je vais générer un code à 4 chiffres d'une façon aléatoire. Donc, si vous ne savez pas faire ça, c'est l'occasion de voir comment on le fait. Et j'envoie l'email. Donc, j'envoie le code ou mail qui a été saisi au-dessus. La personne reçoit le code, elle le copie, elle revient dans la fenêtre ou dans la page web si vous faites une application web, elle colle le code et moi je vérifie le code qu'elle a saisi par rapport au code que j'ai généré et si je trouve que c'est correct, à ce moment-là, ça veut dire que l'adresse email est bonne. Je vais donc inscrire le collaborateur dans la base de données. Je rappelle que moi, je simule que l'adresse email, donc il n'y aura pas de nom, il n'y aura pas de prénom. Mais le but, c'est de voir qu'on arrive à valider une adresse email et on passe à la suite. Alors, pour faire ça, je vais d'abord faire une démonstration. Donc, je vais avoir ici, j'ai fait une application mobile. Je vais vous montrer les fenêtres plus tard, Android ou iOS. Donc, j'ai fait la démonstration avec Android. Je lance l'appli. Et là, normalement, mon fichier base de données, il est vide. Je vous le montrerai tout à l'heure. Je vais rentrer mon adresse email. Vous voyez, là, je rentre une adresse email qui n'est pas une vraie parce qu'il n'y a pas d'arrobase, il n'y a pas de nom de domaine avec un point. Je clique sur se connecter. Et là, j'ai un toast, un message furtif qui dit aucun compte avec cet email. Je vérifie pas que si c'est bon ou pas. Dans la base de données, cette adresse email, je l'ai pas. Je vais compléter quand même mon adresse email ici avec vraiment une adresse email que j'ai chez Gmail, chez Google, ici, .com. Je vais la copier dans le presse-papier pour la réutiliser tout à l'heure.
Donc là, c'est une vraie adresse email. Je fais se connecter. On me dit aucun compte toujours qui n'est pas créé. À cette fois-ci, je vais décider de créer un compte avec le bouton bleu. Et j'arrive dans cette fenêtre d'inscription. Il me demande de rentrer mon adresse email. Donc je rentre mon adresse email. Je vais au départ faire une adresse email qui ressemble pas. Il n'y a pas d'arrobase, juste ça. Je clique sur vérifier email, le bouton bleu. Et là, j'ai ici, vous voyez, syntaxe email. Syntaxe email, c'est juste pour vous montrer une fonction du double langage qui va vérifier juste que ça ressemble pas trop à une adresse email. Il n'y a pas d'arrobase, il n'y a pas de point, mais ça ne veut pas dire que l'adresse email n'existe pas. À ce moment-là, je vais rentrer une adresse email, la mienne. Celle-là, je sais moi qu'elle existe, mais pas l'application. Je clique sur vérifier email. Il se passe quelques secondes. Et là, je reçois une boîte de dialogue qui dit que le code a été envoyé par email. Alors, je vais basculer dans ma messagerie que j'ai préparée. Et vous voyez ici, je reçois un message. J'ai décidé de marquer dans l'objet de l'email no replay le nom de l'appli. Donc là, j'ai marqué juste le nom de ma chaîne YouTube, code validation pour que la personne repère. Et ici, en zoom, je dis dans le message, code à saisir pour valider votre email. Et ici, vous voyez 2807. Donc, je vais revenir dans mon application. Je vais rentrer ici n'importe quoi. Là, il me laisse pas rentrer au départ n'importe quoi pour tester que, voilà. Là, il me dit code invalide. Et là, je lui rentre le vrai code qui est 2807. 07. Voilà. Je clique sur le bouton vert valider code. Et là, il me laisse rentrer dans une autre fenêtre où j'ai fait juste simple message comme quoi ça fonctionne. Je reviens en arrière. Je vais donc relancer l'appli une deuxième fois. Cette fois-ci, je suis supposé être connu dans la base de données. Je vais cette fois-ci me connecter, donc avec l'adresse email que j'ai créée tout à l'heure, connecter, et là je rentre dans l'appli. Alors, comment j'ai fait ça? Je commence par la base de données. Donc, quand j'ai créé mon application mobile, je lui dis que j'ai une base de données, je lui ai donné un certain nom, peu importe, et j'ai créé un nouveau fichier. Je rappelle, si parmi nous, il y a des gens qui découvrent ma chaîne vidéo qui sont débutants, regardez l'une des premières vidéos dans la série et il vous parle de comment créer une base de données et vous allez comprendre comment j'ai fait ça ici. Donc, vous voyez ici, j'ai créé un fichier qui s'appelle personnel. J'ai mentionné que le minimum d'informations, email, le password, le mot de passe, le nom et le prénom. Quand je rentre dans la description du fichier, je lui dis que l'email ici, en bleu, j'ai cliqué à droite sur clé unique, donc j'ai une petite clé à gauche, mais toute seule, et j'ai rentré password, le nom et le prénom, j'ai choisi ici clé double. Il arrive souvent qu'on recherche les collaborateurs ou d'autres personnes dans la base de données par leur nom, par leur prénom. Alors, regardez une particularité, l'email aussi, je lui ai donné une longueur du texte 260 pour parier à des adresses email trop grandes. Et une fois donc que j'ai décrit ce fichier, comme d'habitude, je récapitule, je vais dans l'onglet Analyse et dans WinDev, on fait toujours une génération à chaque fois qu'on crée un fichier ou qu'on le modifie. Génération, ça revient à vérifier que syntaxiquement, vous n'avez pas fait d'erreur dans la description de fichier, mais ça ne crée pas le fichier dans la base. Et après, j'étais dans le code du projet, donc le P qu'on a ici en orange. J'ai fait clic droit code de l'objet du projet. Et là, j'ai fait cette instruction qui permet donc à chaque fois qu'on lance l'application, qui permet de vérifier si un fichier de la base de données n'est pas créé, alors elle le crée vide. Donc une fonction du double langage. On l'a déjà vu dans beaucoup d'applications vidéo précédentes. J'ai rajouté dans le projet une chaîne, une variable de type chaîne, dans laquelle je mets le nom de l'appli. C'était intéressant si vous voulez mettre le même titre dans les différentes fenêtres de votre projet et vous voulez pas répéter le nom de l'appli dans chaque fenêtre. À ce moment-là, je déclare une variable globale parce que je l'ai déclarée dans le projet, dans le code du projet, et je dis que ça contient ça. Ça n'empêche pas une fenêtre de prendre un autre titre si elle le souhaite. Je reviendrai là-dessus. Donc là, le fait que je lance l'application, le fichier créé, il est vide.
Maintenant, j'ai créé des fenêtres. Première fenêtre que j'ai créée ici, je l'ai appelée Fin Connexion. J'ai créé ici, donc, je vais d'abord montrer le code de la fenêtre. Quand la fenêtre va se lancer, ici, dans cette partie qu'on appelle déclaration globale, je déclare une variable qui va stocker le code que je vais générer de 4 chiffres, code aléatoire, que je vais générer. Une fois que je le génère et je l'envoie au collaborateur par mail, je le mets en mémoire. Le problème, c'est que le bouton qui envoie le code et le bouton qui valide le code ne sont pas les mêmes. Chacun son code. Je ne peux pas vérifier, je ne peux pas stocker le code que j'envoie à l'utilisateur dans un des deux boutons. Je le mets au niveau de la fenêtre pour qu'il soit partagé par le bouton qui envoie le mail, le code, et par le bouton qui vérifie le code. Donc ça va me servir à ça. Avant que la fenêtre ne s'affiche, dans la section fin d'initialisation, qu'est-ce que je fais? Je donne un titre à mon application. Et là, vous voyez cette écriture-là. Je vais zoomer. Cette écriture, c'est-à-dire cette fenêtre-là, celle dans laquelle je suis, je lui donne un titre qui va être dans la barre d'action là-haut, Action Bar, et je lui donne la variable globale que je déclare au projet et qui contient Best WinDev pour moi. Et j'ai prévu une fenêtre à plusieurs plans. Je reviens ici. Cette fenêtre-là, vous voyez ici, quand je l'ai créée, ça m'a donné ça. Et ici, on appelle ça le plan 0. Si vous faites une fenêtre avec un seul plan et vous mettez tout dedans, il n'y a pas de souci, vous faites que l'ouvrir. Moi, j'avais le choix parce que je dois soit permettre à l'utilisateur de se connecter avec juste la saisie de l'adresse email, soit lui permettre de rentrer pour s'inscrire, adresse email, le nom, le prénom, si on devait faire l'application entièrement. Donc, au lieu de faire deux fenêtres, une fenêtre pour se connecter et une fenêtre pour s'inscrire, j'ai préféré laisser cette fenêtre connexion et j'ai créé plusieurs plans. Rappelez-vous, il y a une vidéo aussi qui parle de fenêtres et de plans, mais là, je vous montre. Je me mets ici et avec les touches page down, page up, page suivante, précédente de mon clavier qui sont à droite. Regardez, j'ai fait la flèche vers le bas. La flèche pas pour avancer dans le caractère, mais d'avancer d'une page à une autre. Regardez, en haut à droite, il y a le chiffre 1. Je suis dans la même fenêtre, mais plan 1. Et je vais encore faire une descente de la page suivante. Et là, je suis dans la même fenêtre, mais plan 2. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que le plan 0, celui où il n'y a pas de chiffre, le plan 0, il n'y a rien. Si je fais l'instruction qui permet d'ouvrir une fenêtre qui s'appelle ouvre fenêtre mobile et je donne le nom de la fenêtre, c'est tout, j'aurai ce plan vide. Il faut que je complète par le plan que je veux ouvrir. Donc ici, je reviens dans le code de la fenêtre et au moment de démarrer, si je ne dis rien ici, à part changer le titre, j'aurai le plan vide. Pour lui dire à WinDev, tu t'ouvres à toi la fenêtre fin de connexion, mais tu te mets sur le plan numéro 1, celui où on choisit de se connecter ou de s'inscrire, je me mets sur le plan 1. Donc voilà pour le démarrage de la fenêtre. Donc je me mets sur le plan 1. Donc vous voyez le 1 là-haut. La personne va rentrer son code. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été choisir dans l'onglet création un champ de saisie ici. WinDev Mobile me permet, WinDev tout me permet d'avoir des champs tout formatés. Ici, je suis descendu jusqu'à trouver, regardez là où je bouge, un champ de saisie qui est déjà prévu pour les adresses email. Donc j'ai fait que cliquer et le déposer. Et si je rentre dedans, donc dans ce champ, je vois ici que ce qui est intéressant, c'est le masque de saisie ici. C'est déjà prévu adresse email. Parce que dans un champ de saisie, je peux faire une adresse email, je peux rentrer un mot de passe, je peux rentrer des chiffres, etc., etc. Ça, j'ai gagné du temps à le faire. Et j'ai été à WinDev dans style, WinDev mobile dans le style, je lui dis que je ne veux pas de libellé. Donc, il n'y a pas besoin de libellé ici. Et chose intéressante, quand vous faites un champ de saisie, il n'y a pas un texte qui dit au-dessus ou à gauche qu'est-ce qu'on doit saisir, parce qu'on gagne de la place. À ce moment-là, j'étais dans le champ, dans l'onglet Aide, et j'étais ici dans ce qu'ils appellent texte d'indication, et j'ai tapé un texte, votre email. Donc si vous ne savez pas cette fonctionnalité, je fais semblant de tester.
Et regardez ici ce texte, ce n'est pas tapé, c'est juste un texte et dès que je commence à saisir, il disparaît. On appelle ça un texte d'indication. Donc vous le montrez dans ici. Vous enlevez le libellé de champ de saisie et dans aide, ici, texte d'indication, je rentre un texte indicatif. Alors, quand je lance l'application et les gens rentrent l'email ici, qu'est-ce que je fais? J'ai un bouton se connecter où je vais vérifier ce que la personne existe dans la base de données. Je vous montre ce bouton. C'est juste un bouton simple que j'ai pris ici, parmi les boutons. Dans le code du bouton, qu'est-ce que je fais? Bah, tout simplement, je vais rechercher l'enregistrement par la fonction WLangage HLE recherche dans le fichier personnel. Vous voyez, il y a plein de commentaires que vous pouvez retrouver dans le PDF que je vais vous passer. Dans le fichier personnel, je lis sur la clé unique email. C'est comme ça que ça s'appelle. Je vous montre. Regardez le champ ici, email. Donc, dans le code du bouton connexion, je cherche sur la clé email. Et avec quelle valeur? Ben, je lui dis la valeur de ce qu'ils ont saisi, le champ que je viens de vous montrer ici. Celui-là, quand j'approche ma souris, il s'appelle SAI Email Connection. Et moi, je lui rajoute souvent ça, sans espace. C'est une fonction qui enlève des espaces à gauche et à droite. C'est l'utilisateur, il a l'habitude de rajouter des espaces. Et je lui dis, je cherche un enregistrement identique, dire que je veux vraiment, y a-t-il un collaborateur qui a cette adresse email-là, mais pas une adresse email qui ressemble, exactement. Et je lui dis, si jamais tu ne l'as pas trouvé, je commence par tester faux, parce que la fonction HLE recherche renvoie vrai ou faux selon ce qu'elle a trouvé ou pas. Si l'adresse email n'existe pas et la personne va se connecter, on lui dit par un message furtif, on appelle ça en anglais un toast, la fonction toast affiche, je lui dis aucun compte avec ce email, et après les paramètres, je veux que le message ne reste pas longtemps, et je veux qu'il soit verticalement au milieu et horizontalement au centre aussi. Sinon, ça veut dire que la personne existe dans la base de données. À ce moment-là, voyez, j'ouvre la fenêtre fin d'accueil. Qu'est-ce que c'est que cette fenêtre fin d'accueil? Je vais la double-cliquer pour la montrer. C'est la fenêtre qui dit simplement connexion réussie. Ici commence l'appli. Vous imaginez qu'ici, donc votre application commence à donner ses fonctionnalités. Voilà, donc le bouton se connecter, on recherche dans la base de données, trouver, pas trouver. Maintenant, la personne n'est pas enregistrée. Donc, elle veut créer un nouveau compte. Elle va cliquer ici. Qu'est-ce que je fais, moi? Je sais que cette fenêtre-là, avant que je clique sur le bouton, cette fenêtre connexion, elle a deux plans. Le plan 1, c'est celui qu'on vient de vous montrer. Suivant, le plan 2, c'est celui où on peut s'inscrire. Donc, je vais revenir ici sur le plan 1. Et quand la personne va cliquer sur le nouveau compte, je vous montre le code. Nouveau compte ici, qu'est-ce que je fais? Je suis dans la même fenêtre, je dis simplement, je me mets sur le plan 2 pour que je montre dans la même fenêtre le plan 2, là où on peut s'inscrire. Donc rien de compliqué. Alors allons voir le plan 2, donc je fais page down. Plan 2, j'ai une adresse email qui est exactement la même que celle pour se connecter, sauf que je lui donnais un autre nom. Je l'ai appelé, dans Général, SAI Email Inscription, au lieu que ça soit SAI Email Connexion. Et maintenant, le bouton Vérifier email, il va faire quoi? Je le dis en français et après on regarde le code. D'abord, je regarde est-ce que l'adresse email ressemble à une adresse avec arrobase, avec un point, etc. Dans Windev, il y a une fonction qui dit qu'elle vérifie la syntaxe d'une adresse email. Elle vérifie pas est-ce que c'est valable ou pas, mais simplement est-ce que ça ressemble. Et une fois que je trouve que ça va, ça ressemble à une adresse email, j'ai besoin de savoir si elle existe réellement. Je vais générer un code par hasard, aléatoire, pardon, de 4 chiffres. Je l'envoie à une adresse email et l'utilisateur doit venir le taper ici. Une fois qu'il a consulté sa messagerie, et il cliquera sur le code vert, le bouton vert où je vais vérifier est-ce que le code que j'ai envoyé et qui est en mémoire est exact, est égal au code qu'ils ont tapé ici. Si c'est vrai, le bouton vert va amener vers la fenêtre accueil. Si c'est pas bon, on va dire non, le code n'est pas bon, on attend. Et le bouton annuler, c'est que la personne va annuler, va plus vouloir s'inscrire, elle reviendra au plan 1, la fenêtre connexion. Alors regardons voir un peu
comment on va vérifier un email. Clic droit, code. Alors, ici, j'ai préparé des variables. Une variable dans laquelle je vais générer un chiffre aléatoire et une variable de type chaîne que j'ai déclarée, donc je l'appelle code verif email. Cette variable, je l'ai déclarée au niveau de la fenêtre, ce qui fait que le code va être stocké au niveau de la fenêtre dans le bouton vérifier. Et quand on cliquera sur le bouton taper le code, on pourra venir le vérifier. Donc là, c'est une chaîne de caractères. Elle est là. Je clique dans le vide quand je suis dans une fenêtre, je clique dans le vide pour voir le code de la fenêtre. C'est ce code-là, c'est une chaîne. Cette variable-là vide va contenir au fur et à mesure que je génère du code, des chiffres, 4 chiffres. Donc je reviens ici, je regarde le bouton bleu. Donc, je prépare des variables qui vont envoyer le mail. Le mail, vous le savez, on met un objet, donc le texte court qu'on voit en haut, et un message qui peut être beaucoup plus long. Donc, ce sont des chaînes de caractères que je déclare et qui sont en vide actuellement. Alors, WinDev, WinDev Mobile et WebDev, ils ont les mêmes, le W langage. Il a une fonction qui s'appelle email vérifie adresse. On lui donne l'adresse qui a été saisie dans le champ inscription. Et je lui donne avec un paramètre ici, qu'est-ce que je veux comme type. Alors, si vous voulez savoir exactement ce que ça fait, rappelez-vous, mettez votre curseur au milieu de la fonction qui vous intéresse. Vous faites avec votre clavier F1. Et là, WinDev PCSoft va me donner l'adresse. Et parmi, vous voyez ici les niveaux de test, je peux choisir, je valide par le serveur, je valide ceci, etc. Il y a moyen éventuellement d'appeler un serveur et lui dire est-ce que cette adresse vous la connaissez, etc. Nous, on va le faire par code. Donc ici, je choisis est-ce que l'adresse qu'on m'a saisie, elle est vérifiée, mais au niveau syntaxe simplement, ce paramètre que je mets à droite, un syntaxe. Est-ce que cette adresse est valide? Donc ça, ici, différent de ça, ça veut dire est-ce que l'adresse est valide syntaxiquement. D'accord? Je dézoome un peu pour que vous voyez l'entièreté de la ligne. Après, il faut jongler avec ce que vous voyez et pas. Donc, toute cette ligne-là, il dit est-ce que l'adresse email est syntaxiquement valable? Si on me dit que c'est différent, parce que je teste différent, on le fait avec ces deux caractères-là. Vous voyez à droite, ici. Si c'est différent, c'est que ça, c'est pas syntaxe, c'est bonne. Je dis simplement un message. Moi, j'ai mis syntaxe email. Vous pouvez améliorer ce message-là. Sinon, c'est que à ce moment-là, l'adresse email, elle est bonne. Mais maintenant, enfin, elle est bonne syntaxiquement, il y a un arrobas, etc. Mais est-ce qu'elle existe réellement? À ce moment-là, dans le sinon, je vais commencer à travailler sur savoir comment envoyer un code. Alors, je profite pour prendre l'adresse qu'ils ont saisie pour s'inscrire. Je la mets dans une variable globale au niveau du projet. Là, on est dans le bouton vert. Je bascule dans le code du projet. Dans le code du projet, je déclaré cette variable que j'appelle email user. WinDev m'a rajouté GS pour dire global et dire que c'est une chaîne de caractères, une string. Donc cette variable, je la mets ici parce que imaginez qu'on fait une vraie application. Quand la personne s'inscrit ou se connecte, on met dans une variable du projet l'adresse email actuelle. Et quand on se balade dans les différentes fenêtres, on pourrait éventuellement avoir besoin de récupérer l'adresse email de la connexion pour l'utiliser dans les différentes fenêtres. Donc là, je stocke l'email saisi. Maintenant, je vais générer 4 chiffres. Donc je fais une boucle qui répète 4 fois la génération d'un chiffre parce que dans WinDev, on a des fonctions qui génèrent des chiffres, mais un à la fois. Moi, j'en génère 4, donc il y a une fine boucle où je lui dis tu boucles 4 fois. Donc je le fais en déclarant une variable là pour laquelle i, j, k, toto, etc. Je lui dis tu comptes de 1 à 4 et de 1 à 1. Le pape, ben 1. Et qu'est-ce que je fais dans cette boucle-là qui commence ici et qui finit ici? Eh ben, il y a plusieurs étapes pour générer un chiffre au hasard. Je commence par utiliser une fonction qui s'appelle initHasard. Alors, pour la petite histoire, quand on veut générer un nombre aléatoire,
les langages de programmation, ils vont utiliser l'horloge du PC ou du Mac. Donc l'horloge, ils vont regarder la date, l'heure, les minutes et les secondes, et ils doivent à chaque fois aller revoir la date. Et quand on met init hasard, on lui dit le générateur, tu recommences à zéro, attention, je te demande de démarrer. Je vais revenir là-dessus après. Donc première fonction, je initialise le générateur du hasard. Après, on a une fonction qui s'appelle que hasard. Elle génère un chiffre et vous lui dites un chiffre entre quelles limites. Moi, je mets 0,9, c'est-à-dire que je génère au hasard un chiffre entre 0 et 9. Ça peut être le 1, le 2, le 5, etc. Et je le mets dans une variable de type chiffre. Regardez, je l'ai déclaré là-haut, un entier. Donc, j'ai généré qu'un seul chiffre, mais moi, je veux le mettre dans une variable de type chaîne de caractères. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends le chiffre que je viens de générer et je le dis que je l'ajoute à cette variable de type chaîne. Je ne veux pas qu'il écrase les chiffres que j'ai générés avant. Le plus égal, je rappelle, plus égal, ça veut dire compléter cette variable par le chiffre que je viens de vous donner sans effacer ce qu'il y a déjà dedans. Après, j'ai fait cette fonction parce que si on fait 4 fois init hasard et hasard pour générer le deuxième chiffre, troisième, quatrième, les ordinateurs ils vont tellement vite que lorsqu'ils se basent sur l'heure, les minutes et les secondes, ils risquent de faire dans la même seconde 4 générations tellement qu'il va vite. Or, comme il se base sur les secondes et les millisecondes, moi je vais lui dire attends un petit peu. Donc on appelle ça une temporisation. Cette fonction multitâche, elle est en millisecondes. Donc là, je lui dis d'attendre un petit peu 5 millisecondes, histoire que les millisecondes tournent un peu dans l'ordinateur et que lorsqu'il va faire un deuxième passage pour initier le hasard, générer, etc., que j'ai une chance que le deuxième chiffre soit différent du premier, que le troisième soit différent du deuxième, et ainsi de suite. Donc, retenez que pour générer un chiffre au hasard, vous devez préciser entre quoi et quoi, et que vous avez à peu près 3 fonctions. Init hasard, hasard et multitâche pour temporiser un petit peu avant de recommencer. Après, quand je sors de cette boucle, j'ai cette variable GSCode verify email qui contient les 4 chiffres et je vais commencer maintenant à faire quoi? Eh ben, préparer l'email que je vais envoyer. Donc, je mets ce que je veux dans l'objet qui va apparaître dans l'email. Moi, j'ai mis une chaîne de caractères qui dit no replay. Ça, c'est supposé le nom de votre application. Et ici, code validation. C'est un exemple. Vous mettez ce que vous voulez, vous. Dans l'objet, dans le message, pardon, qui va apparaître en bas, j'ai mis un texte, code CISIR pour valider l'email, et j'ai rajouté plus espace la variable dans laquelle j'ai stocké les 4 chiffres, code verify email. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Au lieu d'envoyer un mail dans ce bouton, ici, dans le bouton vert, là, bouton bleu, verify email, je pars du principe que je risque de vouloir envoyer une adresse email, un mail dans l'application dans d'autres fenêtres. Et à ce moment-là, pour que j'utilise le même code d'envoi de mail dans plusieurs fenêtres d'une appli ou d'un site web, je préfère faire une procédure. Donc, j'ai créé une procédure globale que je vais vous montrer dans le projet. Et cette procédure globale, elle attend plusieurs paramètres, plusieurs infos. Je lui passe en premier l'adresse email avec cette fonction sans espace, juste enlever l'espace. Je lui enlève l'adresse email qu'on a saisie. Je lui envoie la variable objet dans laquelle j'y mets no replay, etc. Et je lui envoie le message qui contient le code à saisir. Et cette procédure, quand je l'ai écrite, je dis qu'à la fin, quand elle aura fini, il faut qu'elle envoie un booléen vrai ou faux pour que mon bouton, et se dit, si jamais la procédure me renvoie vrai, c'est que l'email, ça s'est bien envoyé, et moi j'affiche à l'utilisateur code email envoyé pour qu'il aille voir sa messagerie. Et si jamais pour une raison de problème technique, Internet n'est coupé, l'utilisateur n'a pas mis son Internet, il n'y a pas la 4G, il n'y a rien, ou le serveur de messagerie il marche pas, à ce moment-là j'aurai un faux, je viendrai dans le sinon, et là vous mettez le message que vous voulez, moi j'ai marqué service inscription interrompu, veuillez contacter, et là vous pouvez mettre support technique, un téléphone, une adresse email de qui vous voulez. Voilà maintenant ce qui est ici pour le bouton, c'est juste ça, mais que contient cette procédure? Cette procédure, je l'ai créée ici.
j'étais dans l'onglet, vous voyez à gauche, je zoome un peu, ici, et dans procédure, j'ai fait clic droit et la WinDev, quand il n'y a aucune procédure, il va me dire de créer des procédures d'une collection de procédures globales. J'ai dit oui, je l'ai donné un nom, ou je le laisse le nombre de fois. Il crée d'abord la branche. Et après, une fois que j'ai eu la branche procédure globale, j'ai fait clic droit, nouvelle procédure globale, et je l'ai appelé PRC, comme procédure envoyer mail par Gmail. Là, je clique pour vous montrer l'intérieur. Je fais un petit rappel. Il y a une vidéo parmi les premières qui vous dit qu'est-ce que c'est que les procédures. Si vous ne l'avez pas vu et vous avez l'impression que je vous parle un petit peu charabia, allez voir cette vidéo sur les procédures et vous allez revenir comprendre ici. Alors, quand j'ai créé cette procédure, il m'a mis juste ça et les parenthèses ouvertes. Et moi, j'ai rempli que elle doit recevoir une variable de type chaîne de caractères et je l'appelle sDestinataire. Elle doit recevoir une deuxième variable qui contiendra l'objet d'email. Elle doit recevoir une troisième variable qu'on appelle ça des paramètres. Donc 3 paramètres. Et je leur donne les noms que je veux. C'est pas forcément le nom des variables qu'on voit le code qui m'appelle. Donc là, je suis supposé recevoir 3 variables. Et je commence ici à vouloir préparer le terrain. Alors comment on fait pour envoyer un email? D'abord ici, je prépare un booléen parce que quand j'envoie un mail, comme je viens de le dire tout à l'heure, il peut fonctionner 1000 fois et une fois, il n'y a pas Internet ou le serveur est tombé en panne, etc. Et à ce moment-là, je recevrai une information qui dit ça n'a pas été envoyé, cette information, elle est booléenne, vrai ou faux. Je prépare une variable, je dis au départ, je la mets à faux et je verrai quand j'envoie si le mail a été envoyé, je la mettrai à vrai. Et WinDev, il est sympa. Il me dit, vous pouvez déclarer une variable qui est en réalité une structure, donc une variable d'un type spécial. Donc il suffit que vous déclarez une variable du nom que vous voulez de type email. Et ce qu'on appelle une structure, c'est comme si c'était une variable qui stockait plusieurs informations. Et là, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous commencez à taper email, donc le nom que vous avez donné ici, point, et il vous propose toutes les propriétés de ces variables, de ces structures-là. L'expéditeur, c'est vous. C'est vous qui donnez votre adresse email ou le service informatique de votre entreprise ou le service technique ou clientèle. C'est celui qui envoie l'adresse, qui envoie le message à l'utilisateur de votre appli. Après, ici, vous envoyez le message à qui? C'est la procédure le reçoit ici parce que le bouton, rappelez-vous, le bouton, je reviens sur le bouton bleu ici, le bouton bleu, il envoie, il appelle la procédure, il lui envoie le mail qu'on a saisi. La procédure, elle dit je le reçois dans une variable qui s'appelle destinataire, et là on doit le mettre. Alors on met destinataire comme ça entre crochets 1 parce que je peux envoyer le même message à plusieurs personnes et à ce moment-là je fais un destinataire entre crochets 2, destinataire entre crochets 3 et ainsi de suite pour envoyer à plusieurs. Il y a aussi, je peux l'envoyer en coupé invisible. Là par exemple je décide de l'utilisateur il va recevoir un code et moi pour vérifier ce qu'il l'a bien reçu, je me l'envoie à moi-même. Ça c'est copie invisible, donc l'utilisateur il ne voit pas que je l'envoie à quelqu'un d'autre et je me le renvoie à moi-même. Ok, donc ça c'est pas obligatoire du tout cette ligne 24. Maintenant dans l'objet du mail je mets la variable que j'ai reçue, le message lui-même. Et là maintenant, une fois qu'on a une variable de type alors on met HTML ici pour que les textes puissent apparaître bien comme il faut parce que selon les serveurs de messagerie, si vous mettez mon email texte, on ne reçoit pas les couleurs, des fois on ne reçoit pas les images, etc. Maintenant, une fois qu'on a préparé une variable, une structure de type HTML, on s'apprête à l'envoyer. Alors WinDev me dit qu'il faut créer encore une deuxième structure, une variable à plusieurs valeurs, qui de type email, session et SMTP. Alors, je m'arrête 2 petites secondes pour faire une explication pédagogique pour ceux parmi vous qui ne savent pas comment fonctionnent un peu les messageries. Je vais revenir ici et après on continuera le code. Ici, regardez, une appli qui veut envoyer un message. On utilise des protocoles et des serveurs. Alors, il y a des serveurs qui envoient les messages. On les envoie les serveurs SMTP.
Donc ça, c'est quand une application, elle veut envoyer un message, elle doit s'adresser à un serveur SMTP, mais pour ça, elle doit paramétrer, donc on va revenir au code, on va voir le paramétrage. Quand une application veut recevoir les mails d'une personne pour les récupérer dans une appli, au lieu de les regarder dans une messagerie Gmail, Hotmail, Outlook, etc., on utilise un autre serveur qui s'appelle POP. Et donc là aussi, ça se paramètre. C'est pas l'objet de cette vidéo parce que nous, on reçoit pas les paramètres, on veut les envoyer. Et puis tout en bas, il y a aussi des serveurs IMAP qui font les deux, qui permettent de recevoir et d'envoyer. Mais les plus courants, c'est le SMTP pour envoyer un email. Alors tout dépend. Donc qu'est-ce que je vais choisir ici? Vous voyez à droite, je mets que les serveurs de messagerie, ça peut être Gmail, Hotmail, Outlook, Orange. En France, on a par exemple Free, on a SFR, etc. Dans d'autres pays, il peut y avoir d'autres serveurs de messagerie. Je vais revenir dans le code maintenant. Ici, le fait que j'ai marqué ça, que l'expéditeur c'est ça, eh ben ça veut dire que lorsque je vais cliquer sur le bouton envoyer, ça va sur l'internet, mais ça va chercher eh bien, qui peut prendre en charge, quel est le SMTP qui prend en charge le... Donc c'est pour ça qu'ici, je déclare à la ligne 28 que je vais utiliser un envoi. Un envoi, c'est une session SMTP. Et si je voulais recevoir des messages, je ferai une email session POP. Et à ce moment-là, je commence à paramétrer. Qu'est-ce que c'est que le paramétrage? Donc j'ouvre une session, une connexion à un serveur. Je dis à quel serveur je m'adresse. Comme moi, je donne une adresse Gmail, vous voyez, @gmail.com, je vais utiliser le serveur de Gmail. Comment je trouve ça? Bah, normalement, les paramètres, vous les avez sur Internet. Je bascule sur Internet. Ici, par exemple, j'étais tapé paramètres, vous voyez là, j'étais tapé sur l'Internet paramètres SMTP Gmail. Et là, on me dit, vous devez utiliser comme serveur ce nom-là. Vous pouvez rentrer le nom complet, etc. Et à un moment donné, ils me disent, vous rentrez l'adresse adresse email qui va envoyer le message. Et on me donne des informations comme ceci. Il y a des notions de port. Par exemple, ici, quand j'envoie un message, est-ce que je veux qu'il soit sécurisé par un protocole qu'on appelle TLS ou un protocole qui s'appelle SSL? On peut essayer l'un ou deux quand on fait la première fois. Tous ces paramétrages, vous les trouvez. Là, je vous montre le cas de Gmail. J'étais voir aussi pour vous présenter le cas de Microsoft. Pour Microsoft, par exemple, là, j'ai agrandi. Ils disent, eh ben, selon est-ce que vous utilisez Outlook, Hotmail, Lab.com, etc. Eux, ils me disent, par exemple, dans mon cas ici, le serveur paramètre SMTP, vous voyez, ils me disent le serveur, il faut l'appeler SMTP Office 365. Le port qu'il faut utiliser, c'est 587. Le chiffrement, c'est-à-dire la sécurité, comment on envoie les messages, c'est Start TLS, etc. Si vous avez d'autres serveurs de votre adresse email, elle a d'autres domaines, nom de domaine que Gmail, que Microsoft vient d'envoyer, tapez vous-même aussi, comme je viens de le faire là. Tapez paramètres SMTP Outlook, SMTP Orange, etc. pour essayer de trouver la même chose que moi ici. J'ai besoin de lui dire comment il s'appelle le SMTP. Bon, pour Gmail, c'est ça. J'ai besoin de lui donner donc l'adresse, de nouveau, de celui qui envoie le message. Malgré que je l'ai mis ici, pour l'expéditeur, je dois le recommencer là. Et ici, je mets un mot de passe, je vais revenir là-dessus. Le port, j'ai été voir dans Gmail, ils m'ont dit 587, je fais bêtement. Et les options, c'est la sécurité, le message il est crypté ou pas. Dans les informations de Gmail, ils me disent, mettez le protocole TLS. Alors, je montre ici. On m'a dit que pour TLS, donc ça, vous pouvez, pour votre culture, essayer de comprendre la différence entre TLS et SSL. Ce sont les chiffrements, dire le cryptage un petit peu truc. On me dit, si vous prenez TLS, 587 pour le port. Si vous prenez SSL, vous prenez 465. Donc moi, comme j'ai pris ça c'est WinDev qui me donne les options. Dès que je tape option, je fais égal, il me propose des options. Vous voyez ici, je fais ça. Il me propose TLS que j'avais, option SSL, etc. Donc je remets comme c'était avant.
Donc, si vous avez Gmail, vous restez comme ça. Alors, attention, maintenant, il reste une chose, c'est le mot de passe. Le mot de passe, je n'ai pas voulu vous montrer le mien, malheureusement, je peux pas. Dans le cas de Gmail, et vous vous renseignez pour les autres serveurs de messagerie, dans le cas de Gmail, ils disent, si vous utilisez une adresse email comme la mienne pour de besoins personnels, tous les matins, comme vous, je regarde mes messageries sur mon smartphone, sur mon PC, j'ai un mot de passe pour rentrer dans Google. Gmail, il dit, ou Google, il dit, le mot de passe que vous utilisez personnellement ne peut pas être le même que le mot de passe que vous utilisez pour envoyer des mails à partir d'une application. Alors, il me demande, dans le cas de Gmail, de créer un mot de passe d'application. Et ce mot de passe, c'est celui que j'ai caché dans une procédure qui est à gauche ici. Procédure à gauche, que j'ai appelé ici, ouais, donner mot de passe. Donc, j'ai stocké le mot de passe caché pour vous ici. Et quand j'appelle cette fonction, cette procédure donne mot de passe, elle me le met ici. Je vous montre comment on fait ça si vous l'avez jamais fait. Pour demander à Google que je veux un mot de passe avec la même adresse email, mais un mot de passe différent pour mes applications, je vais sur Internet ici et je vais donc, je vais me mettre là, voilà. Je vais rentrer, par exemple, Google pour être sûr. Voilà, je suis ici. En haut à droite, je suis connecté. Je me mets là, je regarde mon compte et je clique sur Gérer votre compte Google. J'arrive ici et je clique à gauche sur Sécurité. Et sur Sécurité, je descends un plus bas et je vois ici Connexion à Google, mot de passe, etc. Je viens voir ici ce paragraphe qui s'appelle mot de passe. Alors j'étais un peu plus loin. Mot de passe des applications. Vous voyez ici, je vais cliquer dessus. J'ai déjà, alors là, il me demande mon mot de passe de mon compte Google, celui que j'utilise tous les jours. Donc rien à voir avec le mot de passe que je vais créer. Suivant. Voilà, donc là, il vérifie que c'est bien moi. Moi, donc, il me dit, vous avez déjà deux mots de passe pour les différentes applications. Et là, je peux venir lui dire que je veux créer un troisième ou un premier mot de passe. Il me dit pour quel type d'application vous voulez le faire. Si vous ne trouvez pas comme moi ici votre compte, vous choisissez autre. Vous donnez un nom à votre application. C'est pas forcé que ça soit le nom de votre application réelle qui sera sur le Play Store ou sur un store donné. C'est juste pour que vous vous rappelez ce que c'est. Dès que vous donnez un nom, le bouton générer va apparaître. Vous cliquez et une fenêtre va s'afficher, va vous donner un mot de passe très, très compliqué à connaître et très, très complet. Vous copiez ce mot de passe. Une fois que vous l'avez, il apparaîtra ici. Donc les prochaines fois, si vous l'avez oublié, vous arrivez là-dedans et vous pouvez le récupérer. Donc imaginons que vous avez cliqué sur générer, vous avez récupéré le mot de passe. Vous revenez dans l'application et vous mettez entre côtes le mot de passe ici. Ou faites comme moi, vous le mettez dans une procédure et vous l'appelez pour que vous la donne. Donc on récapitule, je prépare une variable, une structure du type email, je rentre les informations, je prépare une deuxième variable qui s'apprête à envoyer le message email et je lui donne le SMTP, les paramètres selon mon serveur de messagerie, le mot de passe et à ce moment-là, je m'apprête à envoyer, donc ici c'est j'envoie, j'ouvre la session, c'est-à-dire j'ouvre un, si vous voulez, comme un tuyau ou un tunnel entre mon application et le serveur SMTP de Gmail ou d'un autre serveur avec la variable que j'ai déclarée ici. Je fais cette fonction email ouvre session et normalement elle attend un petit peu et s'il n'y a pas de problème d'internet, s'il n'y a pas de problème de saturation de serveur, etc., elle renvoie vrai. À ce moment-là, je vais utiliser la fonction qui envoie réellement l'email. Je lui donne le nom de la session, c'est-à-dire le tuyau, la connexion ouverte avec le SMTP. Je lui donne la variable que j'ai préparée qui contient l'objet, le message, etc. Et là, je lui dis comment je veux encoder. Ce n'est pas très important, vous prenez ça par défaut. On n'a pas besoin de rentrer dans le détail pour ne pas trop s'embrouiller. Et cette fonction de WLangage m'envoie un booléen que j'ai déclaré là-haut, ici, et que j'ai mis au départ ici à faux. Et moi, donc ici, si tout se passe bien, je vais en recevoir vrai dedans. Et je ferme la session
d'envoi de messages à chaque fois parce que je n'envoie qu'un seul, j'envoie pas un paquet. Si jamais la session n'est pas ouverte, pardon, si ici la session n'est pas ouverte pour des raisons techniques, on arrive ici, à ce moment-là, j'envoie un message qui dit aux gens, ben, on n'a pas pu envoyer. Et cette procédure, elle renvoie donc vrai ou faux, selon est-ce qu'elle est passée par là ou est-ce qu'elle est passée par là. Et quand elle renvoie vrai ou faux, elle l'envoie à qui? Elle renvoie au bouton qui, ici, dit vérifier email, le bouton bleu. Je reviens dans le bouton bleu, à l'endroit où on était resté, donc ici, là où j'envoie, donc j'appelle la procédure. Donc comme je sais qu'elle envoie un booléen, je fais un si à gauche et je dis si elle m'envoie vrai, donc l'email a été envoyé, je me contente d'afficher à l'utilisateur une petite boîte de dialogue pour lui dire code envoyé par mail. Et si elle m'envoie faux, c'est qu'il y a un problème. Et là, je dis à l'utilisateur, on n'a pas pu vous inscrire, il y a un problème. Contactez-nous, vous lui donnez une adresse email ou un téléphone, ce que vous voulez. C'est tout. Et on attend. Et qu'est-ce qu'il fait l'utilisateur? Ben, il voit ce message-là. Il faut qu'il bascule, comme on l'a vu dans sa messagerie. Il va chercher le code, il va le taper ici. Ce champ-là, il s'appelle SAI code CISI. Et à ce moment-là, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton vert, code, et le bouton vert ici. Et ce que je fais, j'ai bien fait de mettre le code que j'ai généré pour l'envoyer par mail. J'ai bien fait de le déclarer dans la fenêtre parce que si je l'avais déclaré dans le bouton qui envoie le mail, j'aurais pas pu accéder dans ce deuxième bouton-là. Le bouton ici qui envoie le code, c'est le bouton bleu. Si je déclarais la variable dans ce bouton, je pourrais pas accéder à la variable dans le bouton vert. Donc j'ai déclaré cette variable qui stocke le code dans la fenêtre, ici, pour que les deux boutons puissent partager le code. Ce bouton génère les 4 chiffres dans cette variable qu'on vient de voir. Ce bouton va lire le code dans ici dans son clic. Donc ici, le code CISI, vérifier code. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Donc cette variable-là, à mon avis, elle ne sert pas à grand-chose, mais bon, oui, elle ne sert pas à grand-chose, je vais l'enlever. Donc là, on enlève ça. Je dis le code qu'ils ont CISI, ici, dans ce champ-là, là où c'est marqué 1, 2, 3, 4, le code CISI, est-ce qu'il est égal au code qu'on a envoyé, qu'on a stocké en mémoire? Si c'est oui, c'est bon. Je vais donc inscrire la personne dans le fichier de la base de données personnelle. Donc, je prépare un enregistrement vierge en mémoire du fichier personnel. Je mets l'adresse email. Si j'étais dans une vraie application professionnelle, j'aurais fait saisir le nom, le prénom, etc. Là, je me contente de les mettre à vide. Et j'ajoute réellement l'enregistrement dans le fichier de base de données. Et je demande à ce moment-là de passer à la fenêtre suivante de l'application pour que l'utilisateur commence à utiliser votre application. Et si le problème, le code n'est pas bon, ben, on en reste là, on leur dit c'est pas bon, il doit le ressaisir ou il redemande un deuxième code s'il l'a pas reçu. Voilà, donc ici je crois que j'ai rien oublié dans ce que j'avais à vous dire. J'espère que si vous connaissiez pas comment faire ça, que vous avez appris comment générer un code, comment envoyer un email. Si vous avez des doutes parce que vous avez un autre serveur que Gmail, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des questions pour que je puisse un petit peu vous aider sur la suite. Voilà, vous allez retrouver tout le projet Windows Mobile dans un PDF que je vais me presser de le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez refaire si vous le souhaitez. À très bientôt les amis, bonne soirée à tous.